Toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à l'un des thèmes les plus fondamentaux en philosophie, celui de la liberté. L'une des manières de faire habituelles est d'opposer la liberté au concept du déterminisme. Nous aurions d'un côté cette idée que l'homme est fondamentalement libre, car capable d'agir par lui-même, capable de faire ses propres choix et d'initier une action par lui-même. De l'autre côté, nous aurions l'idée que l'homme, comme toute autre créature de la nature, comme tout autre objet de la nature, est entièrement déterminé par une sorte de mécanisme complexe, par un ensemble de lois très difficiles à, à comprendre entièrement, et que ce déterminisme mine toute prétention de l'homme à la liberté. Or, il m'apparaît intéressant de laisser de côté cette interrogation sur la nature humaine et de plutôt s'interroger sur la valeur même de la liberté et sur l'expérience même de la liberté qu'on retrouve chez les hommes. On pourrait dire finalement que la réflexion que je vous propose est une réflexion sur la liberté d'un point de vue politique. Pour ce faire, l'un des philosophes qui nous aidera à cheminer est Isaiah Berlin, né en 1909 et mort en 1997. Il est célèbre pour avoir écrit deux conceptions de la liberté, un court texte qui tient en quelques pages sur une distinction entre liberté négative d'un côté et liberté positive. Deux manières de concevoir et de définir la liberté qui sont deux manières antithétiques ou deux manières qui semblent finalement être en tension l'une avec l'autre. Alors, je vous propose deux capsules. La première visera à contextualiser ce texte et cette distinction, bien sûr, et bien sûr, dans la première capsule, de discuter de la fameuse thèse défendue par Isaiah Berlin, que la liberté négative semble préférable à la liberté positive. Et dans la deuxième capsule, je m'attarderai plutôt à cette fameuse conception de la liberté positive que semble attaquer Isaiah Berlin. D'abord, le contexte d'écriture. Quel est le contexte historique? C'est un texte d'une conférence de 1958, publié la même année, et bien sûr, nous devons avoir à l'esprit que ce texte suit finalement une tragédie, celle de la Deuxième Guerre mondiale, où deux formes totalitaires sont apparues. D'abord, le nazisme avec Hitler, ou le fascisme avec Mussolini, et le communisme avec Staline. J'ai mis ici une philosophe du 20e siècle que j'admire, Hannah Arendt, grande exploratrice de ce monde totalitaire de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai donné aussi une définition du totalitarisme pour bien avoir ça à l'esprit, car je crois que c'est au cœur même de la réflexion de Isaiah Berlin. Le totalitarisme serait ce régime politique qui tend à dominer la totalité des activités de la société et ne tolère aucune opposition organisée. On pourrait penser que c'est finalement un autre mot pour la dictature, mais il faut se détromper. L'idée du totalitarisme, ce n'est pas seulement une dictature, mais c'est essayer de contrôler la totalité des activités, alors qu'une dictature pourrait très bien laisser une part de liberté à l'individu, ce que nous allons voir dans un instant. Bien sûr, cet arrière-plan, c'est celui de l'Holocauste où des millions de personnes
ont été mis à mort. Mais plus proche du contexte historique, plus proche de la date de 1958, c'est bien sûr la guerre froide qui s'étend de 1947 à 1991. Dans cette guerre froide, on voit un monde bipolaire se dresser. D'un côté, vous avez les États-Unis et de l'autre côté, vous avez l'URSS. Et c'est ce monde bipolaire qui permettra d'articuler en même temps cette fameuse opposition entre liberté négative d'un côté et liberté positive de l'autre. Si on veut, hein, du côté des États-Unis, nous irions vers la liberté négative, alors que du côté de l'URSS, nous aurions une sorte de dérive vers la liberté positive menée à l'extrême. Autrement dit, la guerre froide va opposer deux systèmes, le communisme d'un côté et le capitalisme de l'autre. Le communisme serait lié à la liberté positive et le capitalisme à la liberté négative. Comprenez bien hein, que les camps d'extermination nazis ou les goulags de l'URSS étaient une horreur incroyable. Donc, les camps d'extermination qui visent à mettre en œuvre la solution finale, donc exterminer les Juifs, les Roms, notamment, y ont passé. Et les goulags, c'est-à-dire le système carcéral et le camp de travail en Russie de 1934 à 1991. Bon, j'ai marqué la Russie, il faudrait parler de l'URSS. Le bilan, c'est des millions de détenus et de morts. Mais ce ne sont pas seulement cela qui sera à l'arrière-fond du texte. Il y aura aussi hein, cette fameuse idée que même hein, les régimes démocratiques peuvent devenir terrifiants. On n'a qu'à penser à la Révolution française où nous sommes passés d'une monarchie absolue à un régime républicain démocratique. Alors, ce passage-là, bien sûr, a mené à des décisions en Assemblée extrêmement violentes et des milliers de personnes ont été guillotinées et fusillées. On va voir que ça aussi, hein, c'est un élément qui est présent chez Isaiah Berlin dans sa réflexion. Alors, allons au cœur du sujet pour essayer de mieux comprendre cette fameuse distinction qui n'est pas claire en partant. Hein, qu'est-ce qu'on entend par liberté positive et liberté négative? Donc, disons tout simplement, pour simplifier le plus possible cette opposition, que la liberté négative, c'est tout simplement l'espace de non-ingérence. On pourrait penser ici plutôt au concept hein, d'indépendance. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est indépendant de quelque chose d'extérieur qui ne doit pas agir. Donc, cet espace de non-ingérence est négatif, une négation ici, comme nous le dirons tout à l'heure. L'autre, la liberté positive, c'est plutôt l'idée de maîtrise de soi. Et ici, plutôt que parler d'indépendance, il faudrait plutôt avoir à l'esprit un autre concept, celui d'autonomie. On a à penser, par exemple, pour prendre un exemple un peu trivial, penser par exemple à un adolescent qui veut avoir son indépendance. Il ne veut pas, par exemple, que ses parents interviennent. Il ne veut pas que l'école, que la société, que l'État interviennent. Il veut finalement que personne n'intervienne. Il veut que tout son être puisse s'exprimer hein, sans intervention. Donc, une sorte de désir d'indépendance très grand. Mais en même temps, on peut s'interroger à savoir si l'adolescence est le lieu de l'autonomie. Bien entendu, hein, au fur et à mesure que l'adolescent va grandir, il va bien sûr gagner, nous l'espérons, en autonomie. Donc, on voit ici, hein, malgré hein, qu'il s'agisse tous deux d'une conception de la liberté, il y aurait une sorte de friction
voir une sorte d'opposition entre les deux notions. Je prendrai un autre exemple, celui de la cigarette qu'on retrouve là au tout début de l'article du Stanford University Press de Ian Carter, où il prend finalement l'exemple de la cigarette. Il donne l'exemple de quelqu'un qui roule sur la route et il y a une rage de vouloir fumer. Et là, bien sûr, hein, il y a la possibilité hein, d'aller au dépanneur. Donc, il ne veut pas être entravé. Donc, il fait ce qu'il veut, dépasse les voitures et finit par arriver au dépanneur avec l'argent qui lui appartient et librement, il achète tout simplement ses cigarettes pour fumer. Alors, en ce sens-là, on pourrait dire que la personne qui s'achète ses propres cigarettes est tout à fait libre en un sens négatif. Il n'a pas été empêché de fumer. J'ai mis cette fameuse peinture du fumeur de József Grespik du 17e, hein, où on a le plaisir finalement de fumer. Et de l'autre, une petite publicité hein, où il faut écraser la cigarette, arrêter de fumer. Et là, on pourrait s'interroger à savoir si celui qui est incapable de se contrôler est véritablement libre. Si quelqu'un fume, décide de fumer, est-il véritablement libre s'il est incapable finalement de se contrôler lui-même? Donc, on voit ici qu'il manquerait peut-être d'autonomie. Voilà. Dernière chose, j'y vais rapidement pour cette diapo. Le texte de Berlin est à la fois descriptif et normatif. On dit que quelque chose est descriptif lorsqu'il vise à décrire le phénomène. Ici, ce sera le phénomène de la liberté politique. Mais en même temps, il faut bien penser que le texte de Berlin n'est pas neutre. Il est donc normatif, c'est-à-dire qu'il vise à justifier un cadre des normes, des valeurs, ce qui doit être et ne pas être. En clair, la position de Berlin dans le texte est la suivante. Il décrit et défend la position libérale, qui est une position axée sur la liberté négative. De l'autre côté, il décrit et attaque la position socialiste, qui est plutôt du côté de la liberté positive. Et c'est la raison pour laquelle hein, il dit que cette fameuse conception de la liberté, cette fameuse opposition, cette fameuse distinction va opposer à son époque deux grands blocs, le bloc soviétique d'un côté, socialiste, communiste, et de l'autre côté, la liberté négative avec les États-Unis et le capitalisme dominant. Qu'est-ce qu'on entend par liberté négative? Alors, vous voyez hein, ici une belle petite photo de Isa Berlin fumant librement sa pipe. Il y a trois formulations que nous retrouvons dans le texte de Isa Berlin sur la liberté de type négatif. D'abord, la liberté politique n'est que l'espace à l'intérieur duquel un homme peut agir sans que d'autres l'en empêchent. Deuxième, être libre signifie être libre de toute immixtion extérieure. On ne veut pas que l'autre s'immisce dans notre vie privée, si on veut. Être libre de quelque chose, hein, c'est être libre à l'écart des autres. Et enfin, R de non-ingérence. C'est clair ici que l'adjectif négative, dans liberté négative, ne veut pas dire néfaste ou mauvais. Il ne faut pas le voir comme ça, bien entendu. Ici, c'est l'idée d'une définition négative, c'est-à-dire qui nie quelque chose. J'ai souligné dans les trois définitions hein, l'espace à l'intérieur duquel un homme peut agir sans que d'autres l'en empêchent, signifie d'être libre de toute émission extérieure, sans émission extérieure, et R de non
ingérence. Alors, on ne dit pas grand-chose de la liberté, sinon ce qu'elle n'est pas. Lorsque quelqu'un nous contraint, nous ne sommes pas libres. Lorsque quelqu'un s'immisce, s'ingère, nous ne sommes pas libres. Berlin dit aussi que c'est une idée d'un but négatif. L'adjectif négatif, c'est l'idée d'un but négatif. C'est vouloir aucune ingérence extérieure. Autrement dit, le but n'est pas de prime abord déterminé. Et il ne pourra jamais l'être. Il n'y aura jamais qu'une seule finalité possible, qu'un seul bien. Donc le but est négatif. Aucune, vouloir rien, vouloir ne pas que l'autre, que l'État intervienne. Isaiah Berlin, s'il a popularisé cette distinction entre liberté positive et liberté négative, n'est cependant pas celui, de son propre aveu, qui a inventé ou qui a pensé cette idée de liberté négative, liberté positive. En fait, elle remonte à d'autres philosophes, à d'autres penseurs, l'un des plus importants étant Hobbes. On peut s'interroger d'abord à savoir, est-ce que l'homme peut agir comme bon lui semble sans que quelque chose n'intervienne? C'est la réflexion que fait Hobbes et il pose finalement le problème des limites de la liberté individuelle. Voici une définition qu'on retrouve, vous allez voir, c'est sensiblement la même idée qu'on retrouve chez Isaiah Berlin. Il dit au chapitre 21, liberté ou franchise, liberty or freedom, signifie l'absence d'opposition. Par opposition, j'entends les obstacles extérieurs au mouvement. Il manque un X à O où j'ai mis un S de trop. Je m'excuse. Un homme libre est celui qui, pour ces choses que selon sa force et son intelligence il est capable de faire, n'est pas empêché de faire ce qu'il a la volonté de faire. Et ici, une chose étonnante, lorsqu'il définit cette liberté, il dit que ce n'est pas en ce sens seulement l'être humain qui est libre, on pourrait le dire de tout objet dans la nature. Il va même aller jusqu'à dire, par exemple, qu'une rivière qui coule, elle est libre tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un barrage. Autrement dit, il ne faut pas essayer de voir la liberté comme quelque chose de métaphysique ou de spirituel ou quelque chose qui nous est donné par Dieu, mais tout simplement comme un fait qu'on peut décrire. Une rivière coule, l'homme bouge ou agit sans être empêché. C'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler la liberté. Et Isaiah Berlin va bien sûr reprendre cette idée de Hobbes. Et il dit de Hobbes la chose suivante, Hobbes et ses partisans affirmaient que si l'on veut empêcher les hommes de se détruire les uns les autres et de transformer la société en une jungle, il fallait installer des garde-fous plus puissants, renforcer le pouvoir central et restreindre celui de l'individu. Restreindre la liberté. Mais les uns et les autres s'accordaient à penser qu'une part de l'existence devait échapper au contrôle social. On sait que Hobbes n'est pas un grand partisan de la liberté dans la mesure où si l'homme a une liberté tout azimut, nécessairement, cela mène à une confrontation de l'ensemble des individus. Ma liberté finit par être entravée par celle des autres et j'entrave la liberté des autres et c'est ce qu'il nomme la guerre de chacun contre chacun. D'où cette idée, pour Hobbes, que l'une des manières de régler le problème est de passer un contrat social, de nous entendre, nous les hommes et les femmes, pour que l'État limite notre action, mais en même temps, la loi, si elle limite la liberté, il restera toujours une partie inviolable de notre liberté.
Autrement dit, l'État ne peut pas tout contrôler. Donc, le problème ici qui est posé, si on comprend bien la définition négative de la liberté de Hobbes, c'est jusqu'à quel point cette limite de la liberté, hein, jusqu'à quel point cette limite doit s'étendre. En fait, jusqu'à quel point cette liberté doit s'étendre et quelle est sa limite, c'est mieux dit. Le philosophe qui suit Hobbes, un autre Anglais, sera Locke et qui donnera la fameuse solution libérale qui sera reprise par d'autres penseurs, Mill notamment, Constant, Tocqueville et bien sûr Isaiah Berlin. Qu'est-ce que la loi de nature chez Locke? C'est cette idée que la raison, qui est cette fameuse loi de nature, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, je souligne, indépendants, nul ne doit nuire à un autre par rapport à sa vie, à sa santé, à sa liberté, à son bien. La liberté, finalement, c'est pas, comme il le dit, une licence, la liberté de tout faire. La liberté naturelle, c'est plutôt une liberté dans les bornes de la raison. Et la raison nous dit finalement que l'autre aussi a son espace de liberté. Il y a un espace de non-ingérence. Je ne dois pas m'ingérer dans la vie de l'autre, comme l'autre ne doit pas s'ingérer dans ma vie. Puis, bien sûr, par extension, l'État, si on veut bien qu'il y ait un État, mais ne devra pas s'ingérer dans notre vie privée. Public d'un côté, l'État s'occupera de ça, mais ma vie privée, mon espace privé, il ne doit pas l'enfreindre. Isaiah Berlin, bien au courant de cette philosophie chez Locke, dit la chose suivante. Les grands penseurs politiques anglais divergeaient sur l'ampleur que devait prendre cet espace de liberté, mais partaient du principe qu'il ne pouvait pas être illimité. Ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence, comme nous disons. Cependant, ces penseurs, notamment les libéraux comme Locke, Émile en Angleterre, Constant et Tocqueville en France, partaient également du principe qu'il devait y avoir une ère minimum de liberté individuelle et que celle-ci ne devait en aucun cas être violée. Autrement dit, il doit y avoir un espace minimal inviolable. Et il faut même dire plus, selon Isaiah Berlin, l'objectif des libéraux, ce n'est pas cette ère minimum, mais c'est de faire en sorte que cette ère minimum soit étendue au maximum. Je dois faire en sorte finalement que mon espace de liberté soit le plus grand possible. Nous sommes dans le dernier droit de cette première capsule. Je ferai quelques remarques sur cet espace de liberté que nous venons de présenter. Isaiah Berlin articule la conception de la liberté négative autour d'une question, quel est le champ à l'intérieur duquel un sujet individuel ou collectif doit ou devrait pouvoir faire ou être ce qu'il est capable de faire ou d'être sans l'ingérence d'autrui. L'accent, je le mets sur doit ou devrait pouvoir faire parce que ce que nous dit Isaiah Berlin, c'est l'importance de normaliser cette idée de liberté négative dans notre civilisation. Quel est finalement cet espace inviolable qu'on devrait avoir dans notre société? Alors, la première chose à dire, première remarque, un espace certainement qui est ouvert au pluralisme, parce que si j'ai un espace inviolable, j'ai le droit de choisir ce que je veux, mais l'autre aussi a le droit de le faire. Et bien entendu, nos buts vont être distincts souvent et nos intérêts pourront être différents. En même temps, je pourrais avoir des intérêts communs avec d'autres personnes et des buts communs avec d'autres personnes. Et là, encore une fois, je pourrais m'associer à d'autres individus et le groupe auquel j'appartiendrai pourra
nous dit Isa Berlin, agir comme bon lui semble, sans ingérence d'autrui. D'où l'idée de la question, on dit un champ à l'intérieur duquel un sujet individuel, moi-même, mais aussi collectif, si je m'associe, par exemple, avec un groupe. On retient ici que le pluralisme est au cœur du libéralisme et que la liberté négative est la seule conception de la liberté qui permet ce pluralisme. Deuxième chose, cet espace de liberté est un espace moderne. Disons-le autrement, c'est un espace propre à la civilisation moderne, qui s'enracine dans l'Europe du 16e siècle, à la Renaissance, à l'époque de la Réforme, c'est ce que nous dit Berlin. On pourrait penser que cet essor de la liberté négative apparaît avec l'européanisation et l'occidentalisation du monde. On peut penser à ce que serait finalement la destruction de la liberté négative ou le fait de voir disparaître cette liberté comme absence d'entrave ou absence d'ingérence d'autrui, ben, ce serait clairement pour Isa Berlin la destruction de notre civilisation actuelle. Et enfin, c'est un espace individuel sans maître où on essaie d'avoir un espace inviolable où il n'y a aucune domination qui nous vient de l'extérieur. On pourrait en ce sens parler d'une souveraineté individuelle. Et c'est bien sûr ce qu'on appelle un espace proprement libéral. Quelques exemples ou illustrations nous permettra peut-être de mieux voir de quoi il s'agit. Pensez par exemple à la liberté d'expression. Un ton un peu humoristique ici, je suis contre la liberté d'expression. Alors ça, on n'a pas le droit de le dire. Bien entendu, la liberté d'expression est une liberté défendue par tous les libéraux, par, je pense, la majorité, sinon la quasi-totalité des citoyens de notre civilisation. Et on sait à quoi ça peut mener dans d'autres pays où la liberté d'expression n'est pas protégée. Pensons par exemple à Raif Badawi, emprisonné dans une geôle saoudienne depuis 2012. Ses propos tenus sur le site internet Free Saudi Liberals qui aurait déplu à la monarchie totalitaire en place. Peut-être j'ai une petite réserve sur le mot totalitaire, on pourrait dire une monarchie autoritaire, certainement. Je ne pense pas qu'il contrôle absolument tout, quoique c'est discutable. Mais disons ici que l'important, c'est de voir qu'un régime peut contraindre un individu, l'emprisonner, le fouetter, donc mettre à mal son intégrité physique, quitte à le voir mourir, seulement pour le fait d'avoir dit quelque chose librement. Donc, bien sûr, ça nous consterne, nous, modernes. Cet espace inviolable, le droit de penser, de s'exprimer et de manifester, est au cœur de notre société. Encore aujourd'hui, le fait que chacun s'appartient lui-même, que chacun est capable de penser par lui-même, fait en sorte finalement qu'on est capable de s'exprimer et aussi de s'opposer à ce que dit l'État et de manifester notre mécontentement. On a beau, par exemple, avoir des lois anti-masques où l'État nous oblige à certaines choses pour notre santé ou la santé publique, mais en même temps, j'aurai toujours le droit comme citoyen de pouvoir manifester. Dernière chose, comme exemple, j'aimerais prendre un exemple un peu plus sombre qui permet de voir que la liberté négative n'est pas non plus une panacée à tous les problèmes et que c'est une valeur finalement qui peut être aussi remise en question.
surtout hein, quand on regarde du côté du libéralisme économique. Pensons par exemple à la liberté dans les paradis fiscaux, où finalement certaines multinationales et certaines personnes privées emmagasinent des fonds considérables, hein, des centaines de milliards de dollars qui sont protégés hein, dans certains endroits pour pas finalement pour pas que ces personnes ou ces multinationales paient hein, ce qu'ils doivent finalement à la société. C'est Alain Deneau qui nous dit finalement ce qu'est un paradis fiscal, hein, qui sont tout simplement des États, hein, comme le Canada, qui a aussi hein, une part, qui fait aussi, qui a aussi sa zone de paradis fiscal, comme le dit Alain Deneau. Mais c'est des États complaisants qui prévoient un taux d'imposition nul ou quasi nul sur certaines catégories d'entités, de comptes ou d'acteurs. Le Canada fait ça. Maintenant, à peu près tous les États essaient finalement de trouver un petit créneau finalement pour pouvoir attirer des capitaux. Mais bien sûr, quand on parle surtout de paradis fiscal, on parle par exemple aux Caraïbes, à Singapour, vous avez la Suisse, le Luxembourg, vous avez l'île de Man, les Bahamas, etc. Donc, c'est les paradis fiscaux auxquels on pense. Et bien sûr, ces paradis fiscaux se sont dotés d'un système de lois complaisant ou dérisoire, sciemment destiné à neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs dans le monde. On retrouve ça hein, dans cette fameuse plaquette d'Alain Deneau. Et ce qui est intéressant ici, lorsque Alain Deneau parle des paradis fiscaux, c'est que c'est finalement des petites coquilles qui protègent hein, le droit de propriété de certains individus à un point tel finalement qu'on crée aussi des monstres en quelque sorte. Alors, c'est bien beau la liberté négative de ne pas que l'autre ne s'ingère pas et que l'État ne s'ingère pas, mais si l'individu est capable finalement de construire des États hein, qui leur permettent de vivre comme bon leur semble, sans règles, me semble-t-il ici qu'on atteint un peu les limites du paradigme de la liberté négative. Et Isa Berlin, dans une introduction qu'il va faire après coup à cet article, hein, va soulever entre autres cette difficulté. Hein, c'est quelqu'un qui est tout à fait au courant des dérives que peut avoir le capitalisme. Alors pour terminer cette première capsule, j'aimerais citer Kant, qui écrit ceci dans les fondements de la métaphysique des mœurs. La volonté est une sorte de causalité des êtres vivants, en tant qu'ils sont raisonnables, et la liberté serait la propriété qu'aurait cette causalité de pouvoir agir indépendamment de causes étrangères qui la déterminent. J'agis indépendamment de causes étrangères, hein, d'où l'idée d'indépendance. Or, nous dit Kant, hein, cette conception négative de la liberté, c'est une définition qui va dire inféconde. Et la définition qui vient d'être donnée de la liberté est négative et par conséquent, pour en saisir l'essence, inféconde. Là, on ne comprend pas finalement c'est quoi véritablement la liberté avec une définition négative. Mais il en découle un concept positif de la liberté qui est d'autant plus riche et plus fécond. Selon lui, ce sera lié au concept d'autonomie qu'on verra dans la deuxième capsule. Et ce qui m'apparaît intéressant ici, c'est de dire que la liberté négative nous donne la possibilité de faire ce que l'on veut, mais elle ne nous dit jamais où il faut aller. En un sens, elle ne précise pas du tout hein, ce qu'est l'être humain, ce que sont ses aspirations et comment on peut remplir cette fameuse liberté de quelque chose de concret. En un sens, c'est à chaque individu de remplir hein, son espace comme bon lui semble.
Et pour plusieurs critiques de la liberté négative, cette liberté est tout à fait nihiliste en un sens, car elle ne permet pas d'orienter convenablement notre société. Et en plus, pour certains, ce n'est carrément pas une véritable liberté. Ce que nous verrons à la prochaine capsule.